Bien, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à tous qui bien branché, mission sortie rivée, nous voyons force, son courage. Ok, Béred, c'est vrai qu'on a dit tous les jours, la ville a son bel combat, et qu'on a décidé pour battre, savent si autres rentrer, ils ont pour gué pédailler. Alors, comme nous, gens en retard, puisque nous avons montré les autonomes qui dépassage au pays, et ils ont savent mission sortie rivée, pas une mission politique, mais comme nous avons travaillé si tout ça est passé au niveau de la France, c'est-à-dire qu'on va monter tout ça est passé à la communauté, alors nous avons la rencontre à Olivier Servois. On fois pour fois, nous avons rencontré l'homme là ça. Quand nous faisons Olivier. À content vers ici, à un sentiment Guadeloupe. Ok. Je présente en quelques mots Olivier Servat. Olivier Servat, son ADN, comme on dit, c'est les abîmes. C'est la ville des abîmes parce que c'est là qu'est né Eco Abîmes. Eco, il va présenter tout à l'heure, mais c'est Eco, c'est économie, c'est écologie, et puis c'est tout simplement l'écho, le verbe qu'il va porter tout à l'heure pour présenter son mouvement, parce que c'est à partir de là que tout commence. Et s'il est là ce soir, après un passage où il est toujours très actif, puisqu'il est quand même troisième vice-président de la région Guadeloupe, en charge d'une commission importante qui est celle de l'économie, qui est celle de l'emploi, il a décidé de franchir un pas supplémentaire et il va nous expliquer pourquoi tout à l'heure il tient à franchir ce pas qui va faire qu'il va devoir vraisemblablement, enfin il le disait tout à l'heure dans l'échange qu'il avait avec nous, avec la presse, il nous disait qu'il aurait des choix à faire et un choix qui n'est pas encore tranché. Parce que le non-cumul fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être partout à la fois. Et pour ma part, qui a été un militant justement de cette cause où il faut renouveler le sang, si on veut que le sang soit renouvelé, si on veut que les idées soient renouvelées, eh bien il faut qu'il y ait plus d'hommes et de femmes qui prennent en main les choses. Et c'est dans cet état d'esprit qu'Olivier Servat se trouve aujourd'hui. C'est bien ça. Et tous ceux qui ont bien voulu organiser avec moi cette manifestation, dont à sa tête Elsa Grand-Gounel-Floré, je l'en remercie. Alors, tiens, je vois aussi des amis Margaret, décidément, de belles surprises. Pourquoi je suis là devant vous ce soir? Tout d'abord, qui je suis? Je suis Olivier Servat. Je suis marié, père de 2 enfants, 43 ans, un garçon de 13 ans et une fille de 11 ans. Je suis abîmien, guadeloupéen. J'ai toujours vécu aux Abîmes, sauf pour mes études que j'ai réalisées à Orléans, en partie à Laval, à Nantes et à Paris. À Paris où j'ai vécu 2 ans. Je suis de profession expert comptable, commissaire aux comptes, et aussi j'enseigne à ceux qui préparent l'expertise comptable. Je suis professeur agrégé d'économie-gestion comptable et financière pour les Bac plus 3 à Bac plus 5, ceux qui préparent l'expertise comptable. Mon engagement politique, Jean-Jacques l'a dit, j'ai créé il y a 7 ans le mouvement qui s'appelle le mouvement Eco-Zabim. Alors pourquoi Eco-Zabim? Zabim parce que dans l'ADN politique statutaire de notre mouvement, celui-ci a pour objectif, a pour projet d'administrer la ville des Abîmes. Donc c'est dans ce sens ce qu'on appelle Zabim. Et éco pour 3 choses. Pour économie, parce que nous considérons que le monde économique est important pour pouvoir résoudre les problématiques de chômage social, environnemental. Éco pour écologie, parce que dans le monde, la planète qu'on appelle planète finie ne peut pas aujourd'hui se reproduire, grandir, et donc il faut la protéger, il faut pouvoir gérer les problématiques de gaz à effet de serre, de couche d'ozone, de réchauffement climatique. Et éco pour porter l'éco sur le territoire, notamment abîmien, et maintenant de nos premières circonscriptions, et plus généralement de l'ensemble du paysage ultramarin.
il va falloir, vraisemblablement, retrouver autour de vous l'ensemble des parlementaires de l'ODER pour leur demander de réfléchir sur la nécessité de revoir les statuts de la norme. Pourquoi? Vous avez des jeunes qui viennent de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, les Polynésie, qui viennent ici à l'école, mais qui, quelquefois, quand ils ont seulement que 16 ans, n'ont pas accès au dossier de la norme. Donc je pense que là, en tant que parlementaire, nous comptons sur vous pour que vous puissiez sensibiliser les parlementaires dans ce sens, car il va de l'intérêt de nos jeunes en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, qui sont appelés à faire une carrière sportive ici, mais qui n'ont pas cette possibilité parce qu'ils n'ont que 16 ans. Je veux savoir votre avis là-dessus, comme ce qui est parlementaire. Non, parce qu'il faut renouveler les attachements d'enfants. Voilà, c'est ça. Donc on ne renouvelle pas la population. Et donc, dans 50 ans, pardon, dans 30 ans, la Guadeloupe sera le deuxième département le plus vieux, après le département du côté de Nice. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'on voit dans le même temps? Tous nos jeunes diplômés, grâce à la norme, parfois arrivent à partir. L'enfant charpentier, leur formation, mes parents disent non, ceux qui restent, ce sont ceux qui ne sont pas formés et qui n'ont pas de perspective. Donc, il faut faire un projet. Je ferai une proposition de loi avec les attachés parlementaires qui ne seront pas les enfants ou ma femme. Eh bien, je ferai une proposition de loi pour dire quoi? Que nous demandons à ce que la norme favorise le retour au pays. Mais on ne va pas simplement les faire retourner pour faire retourner, il faut qu'ils aient des perspectives d'emploi sérieux. Or, aujourd'hui, notamment dans les administrations, quand vous avez des réunions sommaires, c'est une question de racisme, c'est une question de constat. Les réunions sommaires se font avec des fonctionnaires qui ne sont pas d'origine guadeloupéenne. Pourquoi? Juste parce qu'il y a des domiens qui sont tout à fait compétents et diplômés. Donc, à compétence égale, il faudra une loi pour pouvoir favoriser le retour au pays de nos compétences pour qu'elles enrichissent notre pays, qu'elles le rendent plus fort et puis que le cas échéant, qu'elles se sentent mieux, qu'elles fassent des enfants pour rendre plus fort la Guadeloupe et la Martinique et les autres peuples. Justement, pour rebondir sur la question de monsieur, vous avez parlé, donc, il a parlé de ce manque d'opportunités pour les domiens, on parle du manque de fonctionnaires issus de la Guadeloupe. Donc il y a la loi égalité réelle qui vient d'être actée, qui prouve déjà par elle-même qu'il y avait ce problème d'égalité. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Est-ce que vraiment ça va faire qu'il y aura une égalité réelle avec ces départements particuliers? Et ça m'amène aussi à vous poser la question de la Guyane, parce que tout à l'heure vous avez parlé du manque de moyens qu'on n'aurait pas donné à la Guadeloupe pour se développer. C'est exactement ce que réclame la Guyane en ce moment. Donc si l'Hexagone ne peut pas ou ne veut pas se positionner sur le dossier, comment les DOM, les TOM, les Antilles peuvent apporter en fait ce soutien-là et accompagner la Guyane dans la résolution de cette problématique-là? Voilà, beaucoup de questions importantes. Concernant la loi sur l'égalité réelle, bon, je l'ai lu, pour moi c'est du vent. Alors bon, j'exagère un petit peu, mais je simplifie, c'est du vent. Bon. Pourquoi? Où est l'argent? L'argent, il est où? Parce que c'est bien beau d'avoir de belles intentions, de faire de belles déclarations, mais où l'argent là? Parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, il faut que ça se traduise en euros pour pouvoir agir. Parce que sinon on ne pourra pas agir. Alors, bon, soyez raisonnables, ça n'est pas que l'argent qui va faire les choses. Il faut aussi une volonté populaire, une volonté politique, c'est vrai. Il faut que nous puissions faire entendre, mais pourtant en fait ils le savent, mais il faut comme s'ils ne le savent pas. Les pouvoirs centraux savent que nous sommes contributeurs nets. La Guadeloupe est contributeur net de la France. On donne à la France, parce que nous sommes posés comme territoire d'exportation, donc c'est facile de faire la balance commerciale. On donne à la France 1,7 milliard, quand la France nous donne 1,6 milliard. Donc premièrement, nous ne sommes pas des mendiants de la République. Ça c'est la première chose à dire. Ils le savent, mais ils font comme s'ils ne le savent pas. Donc il faut le dire, le marteler, le répéter et le re-répéter. La pédagogie dans la répétition. La Guadeloupe, parce que c'est celle que je connais le mieux, est contributeur net de la France. On donne plus à la France en euros que la France ne nous en reverse. Ça, c'est la première chose.
Concernant le cas de la Guyane, je suis content que les frères et sœurs guyanais aient ce soir, comment dirais-je, fait entendre réellement. Ben oui, il faut se faire entendre. Et là, vous avez remarqué que c'est toute la population, chef d'entreprise de MEDEF, Guadeloupe, a fait communiquer pour sonner la Guyane. Donc, toute la population, toute la Guyane a dit le compte n'y est pas. Alors là, on peut poser 1 milliard, 1,5 milliard, lui demander 4 milliards, bref, en fait, le compte n'y est pas. Eh bien, effectivement, à un moment donné, pour développer un pays, lorsque tu as un écart de développement entre la moyenne des départements français qui est à 100 et la Guadeloupe qui est à 70 de niveau de vie, il y a un écart de 30. Donc si tu ne mets pas les euros, il n'y a pas que les euros, mais il y a aussi les euros, si tu détricotes tous les dispositifs de défiscalisation sur les entreprises, sur les charges sociales, sur les exonérations zones franches d'activité, sur aussi les produits liés aux énergies renouvelables. Si on détricote tout ça, comment voulez-vous qu'on puisse se développer? Eh bien, moi je prétends que on va sortir de l'ornière. Comment? Par le développement économique. Pour cela, la région fera son job, mais il faut que l'État, c'est ça, il n'y a pas d'argent aujourd'hui, l'État. Dans le budget qu'on vote aujourd'hui en plénière, la contribution de l'État, tenez-vous bien, passe de 7 millions à 4 millions. Là, dans notre budget là, de la région. Donc l'État aujourd'hui ne manifeste pas une volonté pécuniaire sérieuse pour sortir de l'ornière. Ils font semblant, avec ces lois sur l'égalité réelle là, qui n'aboutiront à rien de sérieux. En Corse, on demande ce qui a été fait en Corse. En Corse, c'est bien une île. Eh bien, ils ont mis des sous pour la double insularité, pour la continuité territoriale, pour la protection des terres, pour la priorisation des Corses par rapport au travail. Voilà ce qu'on demande. On veut sérieusement, on nous considère nos départements. Ah ouais, ça sont des questions importantes. Et nous ne pouvons pas y entrer. Complet. Après, c'est mon entrée là, parce que déjà, on va dire ça tout le temps. C'est logiquement pour tout le temps. En fait, on n'est pas en qui on n'est pas en le Claude Maire en président de la commission de la SAP. Et ça nous fait, en début 2016, on a fait un exploit important qui décrit l'attitude, la posture de l'équipe Chalus. Président de cette commission, l'équipe précédente, c'est pas pour polémiquer, on a gagné, mais c'est fini. Par contre, l'équipe précédente, en novembre 2015, un mois avant le changement de nature, elle a fait quoi? Elle a augmenté tous les taux d'octroi de mer. Alors peut-être revenons rapidement sur ce qu'est l'octroi de mer. L'octroi de mer est une taxe qui permet de protéger la production locale. Donc on taxe les produits importés pour enchérir leurs coûts, pour les rendre au même niveau de prix que les produits locaux qui sont souvent trop chers parce qu'il y a des économies d'échec qui ne sont pas réalisées. Donc on arrive et l'équipe précédente a augmenté les taux maximum, sans concertation avec les autres socio-professionnels. Donc forcément, ils sont mécontents. Sur les 14 500 références, il y a des mécontentements partout, il y a des risques d'augmentation du prix, d'inflation, et c'est gênant. Qu'avons-nous fait? Eh bien, président Chalus, l'OSBAR, Panchard et moi, on a pris à bras le corps ce dossier, on a réuni l'ensemble des socio-professionnels, on leur a demandé leur avis en leur donnant la ligne, la feuille de route. Quelle était la feuille de route? 1. Protéger la production locale. 2. Ne pas surenchérir le coût de la ménagère de moins de 50 ans, c'est-à-dire ne pas augmenter les prix. Et 3. Parce que le toit ne va principalement à 75% au bénéfice des communes. 3. Ne pas diminuer le budget global de l'octroi de mer. Eh bien, 6 mois après, nous avons travaillé les 14 500 références ensemble, par petite commission, en fonction des secteurs de spécialité, et nous avons eu un vote unanime de cette commission à l'octroi de mer où tout le monde était d'accord. Il y a eu des tensions sur une dizaine de références au final, et quand on fait l'équipe régionale, nous avons tranché dans l'intérêt de la production locale. Alors en clair, aujourd'hui, l'octroi de mer se porte bien. On a pu d'ailleurs, grâce à ça, reverser 10 millions supplémentaires aux communes qui sont très contentes. Et, je peux vous le dire, l'équipe Chalus n'est pas une équipe politicienne. On a reversé aux communes qui en avaient besoin quels étaient leurs sentiments au moment des régionales. On a aidé tout le monde en fonction de leurs besoins. Voilà, donc l'octroi de mer se porte bien, et on suit ça de près parce que, attention, il y avait une menace, une épidémie qui
Quelle était-elle? Alors là, on va parler un peu techniquement, mais il y avait ce qu'on appelle le RJEC, le Règlement général des exemptions par catégorie, où l'État français, le ministère des Domaines actuel, n'avait pas ce qu'on appelle notifié à l'Union européenne cette mesure-là. Et donc, cette mesure devenait une mesure interdite quasiment par l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'aime pas les barrières des protections douanières. Elle ne veut pas cela parce qu'elle veut du libre-échange. Eh bien, heureusement, grâce notamment au député Chalus, à l'action du député Lurel aussi, mais aussi Chalus, eh bien, nous avons pu faire sortir l'emploi de mer du RGEC, ce qui nous a permis d'avoir, je dirais, un certain sursis. Cependant, nous devons justifier, et on a une mission qui arrivera fin 2017, nous devons justifier à l'Union européenne l'intérêt de l'emploi de mer pour l'augmentation de la production locale. Donc, le régime est pour l'instant sauvegardé, mais il faut le justifier au fur et à mesure. Ce n'est qu'un sursis. Absolument, c'est quelque chose que l'on doit justifier. Et est-ce qu'on pourra vivre longtemps avec cette épée de Damoclès? Moi, depuis que je suis dans le métier, j'entends parler de ça. Et à chaque fois, on trouve des solutions. Mais il y a un moment, ça va s'arrêter, ça. Alors, puis, j'en ai parlé à Juncker, à Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Très puissant, hein, plus puissant que n'importe quel autre chef d'État européen. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, bon, M. Servat, ça a l'intérêt, mais il faut que vous le justifiez. Parce qu'il y avait une grosse épée de Damoclès, c'est qu'il n'y avait pas de véhicule pour supporter l'emploi de mer. Donc on risquait de demander un remboursement de 110 millions aux entreprises de biens de production. C'était ahurissant, c'était inenvisageable. Bon, ça c'est réglé. Donc ça c'était la grosse épée. La petite épée, c'est qu'il faut justifier l'intérêt de ce régime concernant la production locale. Et ce qu'on fera, on travaille déjà sur cela avec la direction de la fiscalité qui avait été démantelée par l'ancienne équipe. Là, on l'a reconstituée, on a un observatoire, on travaille étroitement avec le service des douanes. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la douane qui est prestataire des services de la région, qui touche d'ailleurs 4 millions d'euros par année pour recouvrir l'emploi de mer et le reverser aux communes. Donc on suit ça de près pour justifier à la Commission européenne que cette mesure est de l'intérêt économique certain. Le torchon brûle du fait entre Mambouel et Certain avec Harry Chalus par rapport à 17 millions qui peut être reversés. Alors, expliquez-nous ça, Thibaut. Bon, ouais, on ne va pas aimer ça. La taxe sur les carburants, de façon tout à fait objective, croyez-moi, et dépassionnée. De quoi s'agit-il? La taxe sur les carburants est une taxe, une vieille taxe, qui est prélevée par la région. Depuis 1984, la répartition de cette taxe entre le département, les communes et la région n'avait pas été bougée. Entre-temps, deux événements importants sont arrivés. Un, l'avènement des intercommunalités, communauté d'agglomération, communauté de communes, et deux, la loi Notary. Premier événement, les intercommunalités, puisqu'elles existent, elles avaient droit à une partie du reversement de cette taxe sur les carburants. Sauf que, et ça, depuis 2012, nous arrivons fin 2015, nous avons sur notre table des notifications, des mises en demeure de payer des intercommunalités disant reversez-nous notre taxe depuis 2012. L'ancienne équipe n'avait rien fait. Va-t-il reverser l'argent Mouna, qui était dû. Donc, premièrement, on devait régulariser cela. Mais comme nous n'avons pas augmenté les taux de la taxe sur les carburants, donc forcément, cette répartition, il faut bien la prendre quelque part. Premièrement. Deuxièmement, deuxième événement qui est arrivé, c'est la loi Notary. Qu'est-ce que dit la loi Notary? Ah, pas nous qui dit ça, c'est la loi Notary, c'est le gouvernement français qui dit ça. Que la région est chef de file du développement et du développement économique. Donc, fort de ces deux événements, nous avons été amenés à répartir cette taxe en fonction des nouvelles compétences que nous avions, des nouvelles obligations que nous avions. C'est vrai que le département faisait avec une partie de ces sommes des missions qui ne relèvent pas de ses compétences, mais qui sont des événements éminemment politiques. Aider les communes, donner des subventions. C'est vrai que le département, à juste titre, se trouve un petit peu embarrassé par cette action exorbitante de ses compétences traditionnelles, qui sont le social, parce qu'elle ne peut plus les faire, mais malheureusement, la loi a dit que ça n'est plus de ses compétences, et que ça sont de nos compétences. Et donc, ceci n'excluant pas le fait que le département puisse solliciter
une aide de la région et en fonction des besoins, nous étudierons cela et nous pourrons leur reverser des sommes supplémentaires. Mais le rythme c'est quoi? C'est que c'est nous, le développement économique, et nous devons reverser aux intercommunalités. Voilà pour le fond. Pour la forme, je le redis, nous avons écrit pour s'organiser entre nous avec le département, nous n'avons pas reçu de réponse. Or, nous devions nous adapter et respecter la réglementation. Donc le torchon, oui, c'est un peu chaud, hein, vous pouvez le reconnaître, mais il faut dépassionner les choses et j'espère avoir été clair dans les raisons qui ont conduit à cette évolution-là. Qui tire les ficelles derrière? Ouais. Qui a tiré les ficelles de cette affaire? Ben, c'est l'équipe régionale. Donc vous avez le président Chalus, vous avez le président de la commission des finances, le président de la commission du développement économique Serva, et les autres conseillers. L'équipe régionale Chalus. Vous avez une réponse très diplomatique. Nous voyons 3500 personnes par année, mais malgré les raisons budgétaires, nous réussissons quand même entre 450 et 500 personnes intégrées, insérées d'une façon définitive. Bon, je m'adresse à toi sur trois premiers points. Quand tu vas faire des réunions en Bretagne, tu dis Monsieur le Breton. Quand tu vas faire des réunions en Auvergne, tu dis Monsieur le Auvergne. Et quand tu fais des réunions avec moi, tu m'appelles Brahma. J'ai pas de bateau, je suis pas pareil. Je suis un Guadeloupéen. Il faut qu'on apprenne à nous respecter, à nous appeler comme nous sommes. Nous sommes Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Bayonnais, nous n'en sommes pas ultramarins. Avant, nous appelons les AGR. Avant, nous appelle les AGR, on nous appelle les Doriens, on nous appelle Bon, avant, c'est ça, la démocratie aussi, il faut s'exprimer. On nous appelait pendant une époque AGR, on nous appelait ensuite Doriens, ensuite on nous appelait l'hexagonale, on nous appelle tout. Ce que je souhaite, c'est que quand on s'adresse à moi, Guadeloupéen de la ville de Basse-Terre, on m'appelle Monsieur le Guadeloupéen. Ça étant dit. La deuxième chose, par rapport à ma question, c'est que vous, quand un Portugais a un problème, il va se voir sur l'ambassade. Quand un Sénégalais a un problème, il va voir sur l'ambassade. Quand un Guadeloupéen a un problème, il parle bon côté Pouyaï. Il est tout seul. Alors donc, il faudra l'appui des députés, que les députés puissent nous donner la force pour que nous puissions essayer de faire ce que nous avons fait. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en Guadeloupe, moi je distribue chaque année, dans le cadre de notre mission sociale, 220 billets d'avion gratuits pour les personnes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour se payer un billet pour aller voir leurs parents. Donc, mais ça n'empêche pas que nous avons des problèmes sur un certain nombre de personnes. Sur un certain nombre de personnes. Sur un certain nombre de personnes. Attends, sur un certain nombre de personnes auxquelles on demande des papiers. Par exemple, quand on donne un billet d'avion à quelqu'un, il faut savoir où la personne ira habiter. Alors, on demande un certificat d'hébergement. Mais le problème en Guadeloupe, c'est parce qu'il y a des parents qui refusent de donner le certificat d'hébergement à leurs enfants, sous prétexte que les enfants sont dans la misère, les enfants sont dans la délinquance, les enfants sont dans la toxicomanie, les enfants sont plus ou moins clochards, les enfants sont dans la misère. Alors quand nous voulons envoyer ces personnes-là voir leur famille se ressourcer un petit peu, la famille même refuse de les accueillir. Alors donc il y a un problème. Il faudrait, pour résoudre ce problème-là, il faudra construire un pont de concertation, de liaison entre les associations d'ici et ceux de là-bas. Alors, essayez de voir si vous pouvez monter un projet auquel que nous pouvons nous concerter entre associations. Il y a un pillage, mais pas complètement si, d'après moi, au plus actif si Facebook, en cas sur l'eau, mais là, tu ne m'as pas convaincu du tout. Quand on est on ne va pas parler de mère et mère. La mère, emploi, jeunesse, vous parlez des personnes âgées, on va parler d'emploi pour les jeunes, pour accompagner les personnes âgées. On va parler de pêche, on va parler de canne à sucre, on va parler d'élevage, on va parler de transformation. Quand on peut rapporter à dans députation pour ces concessions-là déjà,
Et Mornalo aussi, Mornalo, pas Zabim, Mornalo, pas Prentapit, Mornalo, Kassam Marie-Galante. Tout ça en radio là, ni ça Marie-Galante. Élevage, canne à sucre, pêche, transformation. À part un qui vend canne ou à la riz, qui transformation, ni d'autres bité à faire avec un coopération avec ça, ou bien entreprise pour évoluer. Vous parlez des fonctionnaires au niveau. Pas ni un qui fonctionnaire au niveau en Île-de-France, ni employé aussi, ni ouvrier et employé. Pour accompagner en retour au pays, à part dans les grandes postes d'administration, ni des gens, ni des pompiers aussi qui veulent retourner en pays, ni électriciens aussi qui veulent retourner en pays. Et j'espère que lors de la députation, que ce ne sera pas une députation amicale, parce que, je dis, j'attends pas des présents, ça c'est sûr, mais j'attends aider en long monde association. Lui en salle là, il aide en long association en Île-de-France et en Guadeloupe. C'est vrai qu'il n'y a pas de présent à l'Assemblée nationale, mais on va espérer que ce ne sera pas une députation amicale, que ou bien dans le projet A, Mornalien, Abimien, Point 3 et Marie-Galante. Sportif. J'ai un projet à vous donner, à vous soumettre. C'est que vous avez dit que vous allez, si vous êtes élu, réunir tous les députés et tous les parlementaires de l'Assemblée. Eh bien, moi, je vous donne une solution. Je voudrais 15% de l'enveloppe parlementaire, de tout. Voilà, 15%. Vous rigolez, vous allez comprendre tout de suite. 15% de l'enveloppe parlementaire de tous ceux qui sont à l'Assemblée et au Sénat. Et avec ça, vous créez des infrastructures sportives. La ville de Mornalo n'a pas un gymnase. La Désirade n'a pas des infrastructures adéquates pour les enfants puissent faire du sport. Les Antilles sont un vecteur très poussé au point de vue sport pour la France. Au niveau médailles, on est à 45% de médailles d'or pour le Français qui habitent en France. Ok? Alors la question, est-ce que vous pensez qu'avec ces 15% de l'enveloppe parlementaire, créer des infrastructures en Guadeloupe pour ceux qui sont en manque, pour permettre à la jeunesse de faire quelque chose d'autre que d'être délinquant? Voilà ma question. Nous, on parle actuellement de la jeunesse. Il vient de se passer quelque chose à Paris, concernant le maire de Paris. Tous les espaces que Chirac avait mis pour les Afro-Caraïbéens, tout est disparu. Actuellement, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il faut faire, monsieur, il faut que vous fassiez faire voter une loi. Que toutes les associations là, qui ont 50 ans, toujours le même président, et en famille, ça se passe. Écoutez, je suis monsieur Gripal Robert, Armada. Vous connaissez Armada? Bon, alors moi je veux bien, les petits copains, les petites copines, il y en a marre. Vous comprenez? Il faut balayer tout ça. Merci. Concernant les chambres consulaires, la Chambre des métiers a été intronisée récemment. Il y a un recours qui est passé, donc il y aura une nouvelle élection. La CCI, il y a un recours qui est tombé, donc il n'y aura pas de nouvelles élections. La Chambre d'agriculture, le président veut le faire tomber depuis tantôt régulièrement. Donc il y a un recours sur la lumière qui voulait peut-être se présenter aux élections législatives, mais bon, je ne sais pas. Et puis la CRES, finalement, on n'a jamais pu encore choisir, mais la région a pris cela à bras le corps. Pour la CRES, on aura une seule CRES et on va lancer un appel à projet en fonction de la CRES qui a été identifiée au niveau national. Donc ça, je n'ai pas... Tu sais, ce sont des hommes et des femmes. Et donc, il y a des ambitions. Et si, lors des élections, il y a eu des irrégularités, eh celles-ci doivent être dénoncées. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre chose à dire que cela. Mais bon, je regrette qu'on ne puisse pas laisser un président travailler sur sa mandature et respecter le choix des urnes. Mais ça, c'est mon avis personnel.
Concernant M. René Silo, je me suis engagé, je vous ai dit que j'ai rencontré des jeunes qui s'engagent avec moi et qui m'ont demandé de signer une charte. Et ils ont exigé des choses, dont une chose, je me suis engagé à verser dans le bloc parlementaire, qui n'est pas la mienne, parce que j'ai entendu tout à l'heure, j'en ai reçu mes camarades dire que M. Jalton a donné. Non, c'est l'enveloppe parlementaire de l'État français dont bénéficie M. Jalton qui doit distribuer, qui a donné. Bon. Et donc, je me suis engagé à donner aux associations qui œuvrent pour la jeunesse 25% de leur parlementaire, c'est-à-dire 25% de 130 000 €. Je m'engage ici devant vous, je ne sais pas trop comment vous appeler très rapidement sans choquer quelques-uns. On ne peut pas dire qu'il va le payer donc, tant qu'à dire. J'ai les domiens, oui, mais c'est réducteur puisque ça ne comprend pas Tahiti, etc. Donc, finalement, le moins risqué, c'est ultramarin. Alors, donc, je m'engage concernant les associations ultramarines à donner par année 20% de leur parlementaire. Ça fait à peu près 25 000 € par année. Voilà l'engagement que je prends devant vous ce soir. Ensuite, concernant M. Daniel Hierso, oui, j'ai beaucoup apprécié, et ça c'est du concret, ça on est dans le vrai là, on est dans la création d'entreprises et porteurs de projets. J'ai voulu, avant de venir ici, ils ont innové quelque chose à l'antenne de région Boulevard Saint-Germain, ils ont innové un network pour Réseau Entreprendre avec un grand patron français sur le numérique, et j'ai voulu être présent pour leur signifier deux choses. Que, en tant que vice-président en charge de l'économie, développement économique, je vous encourage à continuer cela, et pour vous dire que je serai à vos côtés, comme je l'ai déjà été en Guadeloupe avec Daniel Hierso, et je te le dis, Daniel, j'ai bien entendu qu'il y a des sous à mobiliser, et nous, on a des besoins en Guadeloupe. À la fin, je te donnerai, mais je crois qu'on avait déjà changé dessus, les coordonnées de la directrice de la stratégie du développement économique à la région, Mme Sylvie Varde, pour que nous puissions faire du networking ensemble entre l'administration régionale et ton organisation, parce que je salue bien bas ce que vous faites. Et on va vous encourager parce qu'on a besoin de cela pour notamment des projets intéressants et à forte valeur ajoutée dans l'innovation. Armada. Armada, j'apprends que la ville de Paris a déréférencé, si je peux m'exprimer ainsi, tous nos monuments, c'est scandaleux. La petite dame a l'air bien gentille, mais enfin, Chalus, dis-moi, président Chalus, m'a dit qu'elle dit Anne Hidalgo, la dernière fois qu'il l'a vue, il y a 20 ans, il était amoureux d'elle. Vous avez dit moi. Qu'elle dit. Et dis-moi que madame a dit actuellement il y a amoureux d'elle, parce qu'elle dit moi il n'est pas amoureux d'elle encore parce que madame là, mais en fait, ça c'est une petite histoire. Mais pour répondre sérieusement à ta question, il n'est pas question qu'on puisse nous maltraiter en Ile-de-France, donc il faut effectivement qu'on monte au créneau sur ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je vais peut-être dire un gros mot, y a-t-il une fédération des associations ultramarines? Un chapeau qui puisse, là aussi. Alors, je crois, mais ok, on va dire, bon, on va dire, c'est une idée que je lance. Monsieur Noyon, ah oui, Monsieur Noyon, alors attention, je suis candidat aux élections législatives. Et il y a eu des interventions qui concernaient les élections municipales. Mais oui, et je vais répondre. Concernant M. Noyon qui parlait des infrastructures sportives, eh bien, j'ai une réponse, mais une réponse régionale. Sous mon impulsion de Jean Bardaille, à Morne-à-l'Eau, nous avons fait ce qu'on n'avait jamais fait nulle part ailleurs, région Guadeloupe. Nous avons fait la région à domicile. Nous sommes allés avec l'ensemble des services régionaux sur la plage Gertier-Archimède. Et nous avons rencontré la municipalité. Et nous avons dit à la municipalité quels sont vos soucis. Problème d'église qui est fermé depuis tantôt. On a mis 290 000 €. Ils nous ont dit qu'ils veulent un gymnase. On leur a dit d'accord. On a mis sur la table 2,5 millions €. Tu sais quel est le problème? Entre l'étoile de Morne-à-l'Eau et la ville de Morne-à-l'Eau, il faut tomber d'accord si on a construit ce gymnase-là.